À 4h30 le 12 mars 1943, l'amiral Karl Donnet se tenait sur la passerelle de l'admiral Scheer, les yeux fixés sur l'horizon norvégien. Les ponts trempés reflétaient les lumières atténuées de la base navale, tandis que la mer du Nord s'agitait en dessous, sombre et indomptable. Des rapports de renseignement étaient arrivés des semaines plus tôt. Les chantiers navals alliés aux États-Unis produisaient des navires à une vitesse sans précédent. Donnet ne connaissait pas encore l'ampleur exacte. Il avait suivi les lignes d'approvisionnement, les interceptions de sous-marins et les manifestes de convois, mais un terme revenait sans cesse dans les transmissions interceptées. Liberty Ships. Coque fine, lent, désarmé, mais apparaissant partout où la Kriegsmarine patrouillait. Karl frotta la rambarde de la passerelle, le métal froid mordant sa paume. 2700 navires construits en 4 courtes années. Le chiffre était presque inconcevable. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Les ingénieurs navals allemands les qualifiaient de « cibles flottantes », pourtant leur impact était indéniable. Au début de 1944, Donnet comprit que la capacité industrielle alliée avait dépassé sa flotte de sous-marins. Chaque navire marchand coulé était remplacé par 3 autres, chacun transportant des chars, des munitions, du carburant ou des troupes. L'arithmétique était implacable, une arme invisible qu'il ne pouvait détruire. Sur la terre ferme, Donnet convoqua ses officiers. Des cartes jonchaient la table route de convois atlantiques, ligne d'approvisionnement arctique, golfe du Saint-Laurent. Il tapa le bois avec un pointeur en laiton. « Nous ne pouvons pas tous les couler, dit-il, la voix basse mais pressante. Pour chaque navire que nous envoyons par le fond, 3 apparaissent en lieu et place. Ce n'est pas la guerre, c'est des mathématiques. » Des milliers de kilomètres plus à l'ouest, les chantiers navals de Richmond, en Californie, s'agitaient jour et nuit. Il était minuit le 10 à septembre 1942, lorsque le SS Robert E. Peary toucha l'eau. 74 heures et 10 minutes s'étaient écoulées depuis la pose de la quille. Jamais un navire de cette taille n'avait été construit aussi rapidement. Ces Liberty Ships, longs de 440 et 1 pied, capables de transporter 10 500 tonnes de marchandises, n'étaient pas beaux ni sophistiqués. Leur génie résidait dans la simplification et la standardisation. Chaque section de coque, pesant 250 tonnes, était fabriquée à terre, équipée de tuyauterie, de ventilation et de câblage, puis transportée jusqu'au quai. Là, des grues gigantesques les assemblaient comme des blocs de Lego industriels. Des travailleurs de tous âges et de toutes professions, des étudiants, des serveuses, des agriculteurs, avaient été formés en 10 jours à la soudure. Le travail était épuisant. 3 équipes tournaient en permanence, jour, soir et nuit. Les soudeurs gravaient leurs marques sur chaque joint pour suivre les défauts. En dépit des imperfections et des fissures occasionnelles, les navires continuaient de sortir du quai. Chaque lancement était une victoire sur le temps, le froid et les limites humaines. Parmi eux, Joseph James Stefano, 10 à 9 ans, ancien polio, apprit la soudure en février 1942. Son superviseur, un vétéran écossais du chantier de Clydeside, évaluait sa progression avec rigueur. En 1 mois, Stefano n'avait produit aucune défaillance majeure. Pourtant, à Richmond, le taux moyen de défaut était de 8 pour 100. Des centaines de navires partirent à la mer avec des fissures minimes, certains brisant leur quille lors des premières traversées. Admiral Donnet suivait chaque mouvement de ces navires. À l'aide de rapports codés, il traçait les routes des convois de New York à Liverpool, Halifax et Mourmansk. Chaque Liberty Ship était un défi à la Kriegsmarine. Les sous-marins coulaient ce qu'ils pouvaient, mais le remplacement était toujours trop rapide. La perte d'un navire n'était plus un coup décisif. C'était un chiffre dans une équation que le Reich ne pouvait résoudre. En avril 1944, 3000 navires alliés étaient en mer, transportant des chars, des camions, des locomotives et des milliers de tonnes de munitions. Pour chaque navire coulé, 3 autres étaient prêts à prendre la mer. Donnet observait, impuissant, le désastre logarithmique se répéter. Chaque torpille, chaque obus, chaque attaque aérienne n'était plus qu'une goutte d'eau dans l'océan des Liberty Ships. Il convoqua ses commandants à Kiel.
Des cartes étaient étalées. Route de l'Atlantique Nord, passages arctiques, point d'attaque préféré. Regardez ces chiffres, dit-il en pointant les colonnes de tonnage et de perte. Nous coulons 4 navires, 20 autres apparaissent. Nous sommes dépassés. Le calcul était brutal. Même avec toutes les ressources de la Kriegsmarine, la mathématique alliée battait la tactique allemande. Au large du Groenland, en juin 1944, une escadre de Liberty Ships progressait lentement, transportant des tanks destinés au débarquement de Normandie. Les U-boots allemands les attendaient, camouflés dans les eaux sombres. Donné coordonnait l'attaque, chaque sous-marin repérant sa cible et communiquant par code. Le SS James Aylward transportait 5000 tonnes de munitions et 200 véhicules. Les torpilles partirent. Le choc des explosions secoua la mer glaciale, mais le navire, construit pour survivre à des centaines de dangers, poursuivit sa route, même touché. Les Liberty Ships étaient lents et vulnérables, mais leur force résidait dans le nombre. Tandis qu'un navire sombrerait, 3 autres continueraient. Donné regarda ses écrans et comprit, il ne pouvait plus inverser la marée. Des semaines plus tard, le SS Stephen Hopkins, seul contre un raider allemand, riposta avec son canon de 4 pouces. Son équipage improvisé tirait sous le feu direct. Le navire explosa des munitions ennemies et survécut, prouvant que même une coque fragile pouvait résister lorsque le courage humain s'y ajoutait. Ces histoires atteignaient Donné par les transmissions interceptées. Une combinaison de mathématiques et de bravoure impossible à contrecarrer. En décembre 1944, Richmond, Baltimore et Portland produisaient ensemble des centaines de Liberty Ships par an. Chaque navire avait un numéro, jamais un nom familier. Les équipages suivaient des procédures strictes. 24 heures dans le froid, des mois à assembler des sections de coque, à installer des moteurs et des chaudières. Les femmes représentaient 30% de la main-d'œuvre, apprenant en 10 jours ce que d'autres avaient mis des années à maîtriser. Donné observait les données à Berlin. Les chiffres étaient implacables. Par mois, les États-Unis lançaient plus de navires que la Kriegsmarine ne pouvait en couler. Chaque attaque était neutralisée par la production continue. L'arithmétique l'emportait sur la stratégie. Les Liberty Ships transportaient tout, des chars, du carburant, des locomotives, des avions préfabriqués et même du courrier pour les soldats. La guerre devenait moins une bataille de mer et plus une démonstration de capacité industrielle. En 1965, Karl Donner, maintenant âgé de 68 ans, se tenait sur les quais de Kiel, observant les navires civils glisser sur l'eau calme. La guerre était finie depuis 20 ans, et la mer ne portait plus la peur. Les Liberty Ships avaient disparu, remplacés par des cargos modernes, mais leur héritage restait. Ils avaient prouvé que le courage combiné à l'industrie pouvait changer le cours d'un conflit. Donné regarda l'horizon, se souvenant des nuits de calculs impossibles, des heures à essayer de couler l'invincible flottille. Les chiffres, les torpilles, les sous-marins, tout cela n'avait été qu'une leçon. La victoire alliée n'avait pas été seulement militaire, elle avait été mathématique, et pour la première fois depuis des années, il sourit. Le monde avait changé, et il avait été témoin de l'éveil de la puissance industrielle et humaine réunie. Les coques disparues, les hommes disparus, mais les histoires des Liberty Ships continueraient de flotter, silencieuses mais indestructibles, à travers le temps et l'histoire. Leurs noms oubliés, leurs chiffres gravés dans les archives, mais leur impact, lui, restait visible à chaque traversée de l'Atlantique, chaque cargo chargé de promesses et de liberté. Word count, 1200. Acte 2. Plan et chaîne de montage. De l'autre côté de l'Atlantique, à Richmond, en Californie, les premières sections du SS Robert E. Peary étaient soudées dans un chantier installé sur des terrains marécageux. Une coque était prête, assemblée en sections de 250 tonnes, chaque pièce façonnée par des mains non qualifiées, formée en 10 jours d'instruction intensive. Fermiers, serveuses, étudiants, aucun n'avait jamais vu de navire auparavant, mais ils manœuvraient torches et marteaux avec précision, jour et nuit, sous des lumières fluorescentes impitoyables. Henry Kaiser, le génie industriel, avait éliminé toute complexité. Les rivets avaient cédé la place à la soudure.
Les procédés exigeant beaucoup de main-d'œuvre avaient été remplacés par un assemblage modulaire préfabriqué. En 14 jours, une coque pouvait être étanche. Un navire complet pouvait prendre la mer en 42 jours plus rapide que l'Allemagne ne pouvait l'écouler. La vision de Kaiser était simple et brillante. Remplacer l'expérience par la standardisation, remplacer l'artisanat par la vitesse. L'amiral Donner étudiait les plans de construction alliés, les mémos interceptés et les câbles de renseignement. Il notait le design modulaire, les techniques de soudure et les superstructures préfabriquées. Rien de ce qu'il avait vu dans les chantiers navals européens ne ressemblait à cela. Ces navires étaient conçus pour la quantité, non pour la perfection. La fatigue du métal, l'acier fragile, les fissures dans les joints des défauts mineurs étaient attendus et insignifiants dans le calcul global de masse. Les Alliés avaient maîtrisé les chiffres. En juillet 1944, seul le chantier de Richmond employait 90 000 travailleurs répartis sur 4 cales. 3 navires étaient lancés chaque jour. Bethlehem Fairfield, à Baltimore, avait construit 385 navires en 2 ans. L'Oregon Shipbuilding, à Portland, lançait un navire tous les 10 jours pendant 3 années consécutives. Les sous-marins de Donner étaient submergés. La guerre en mer avait changé. Chaque jour, les ouvriers affrontaient des conditions épuisantes. Des équipes de 24 heures tournaient sans relâche, soudant, assemblant et inspectant chaque section de coque. Les erreurs étaient rares mais tolérées, car même les fissures et les joints imparfaits ne ralentissaient pas la production. Les grues massives levaient les sections comme des blocs de Lego industriels, les positionnant avec une précision mécanique. Le rythme effréné créait une symphonie de métal et d'étincelles, où chaque navire lancé était une victoire sur le temps, le froid et les limites humaines. Parmi ses ouvriers, Joseph James Stefano, âgé de 19 ans et ancien polio, apprenait la soudure depuis février 1942. Son superviseur, un vétéran écossais du chantier de Clydeside, évaluait chaque mouvement avec rigueur. Stefano progressa rapidement et, en 1 mois, n'avait produit aucune défaillance majeure. Cependant, le taux moyen de défaut à Richmond était de 8%. Des centaines de navires partirent à la mer avec des fissures minimes. Certains brisèrent leur quille lors des premières traversées, mais la masse continuait d'avancer. Le chantier était un microcosme de la guerre industrielle. Hommes et femmes, jeunes et anciens, travaillaient en symbiose. Les femmes représentaient 30% de la main-d'œuvre et apprenaient en 10 jours ce que d'autres avaient mis des années à maîtriser. Chaque navire lancé devenait un symbole de l'efficacité alliée et un défi insurmontable pour la Kriegsmarine. Les mathématiques l'emportaient sur la stratégie militaire, les superstructures préfabriquées étaient assemblées avec des tolérances strictes, chaque pièce se verrouillant parfaitement avec la suivante. Les moteurs, chaudières et systèmes de ventilation étaient installés simultanément dans différentes sections avant d'être rassemblés. Les ingénieurs et les inspecteurs travaillaient sans relâche pour maintenir le flux, garantissant que la production restait continue et que le calendrier ne soit jamais interrompu. Pour Donner, ces observations étaient alarmantes. L'ingéniosité de Kaiser n'était pas dans le design technique, mais dans la logistique et l'organisation. Chaque défaut mineur était compensé par le volume. Les chiffres de production surpassaient de loin les capacités de destruction allemandes. Chaque Liberty Ship lancé devenait une preuve, tangible que la guerre moderne n'était pas seulement un combat de navires et de sous-marins, mais une bataille industrielle et mathématique. En parallèle, les ports recevaient ces navires, les équipages formés en quelques semaines à manœuvrer et à transporter des chars, des munitions et du carburant. Les Liberty Ships, malgré leurs imperfections, étaient fonctionnels et fiables. Le concept était clair. Produire plus rapidement que l'ennemi ne pouvait détruire. Chaque navire coulé était remplacé immédiatement par plusieurs autres. Le calcul était simple et brutal. Le nombre battait la stratégie. À mesure que la guerre avançait, le rythme ne diminuait jamais. 3 navires par jour sortaient des cales de Richmond, chacun symbolisant la puissance combinée de la main-d'œuvre, de la standardisation et de l'organisation industrielle. Dans ce contexte, la Kriegsmarine, avec toutes ses tactiques et ses sous-marins, ne pouvait plus suivre.
L'équilibre des forces en mer avait basculé. La puissance des chaînes de montage et des plans préfabriqués représentait une révolution silencieuse. Les ouvriers, bien que conscients de leur rôle, ne réalisaient pas toujours l'impact stratégique de leur travail. Chaque section soudée, chaque joint sécurisé, chaque navire lancé était une contribution directe à la victoire alliée. Les chiffres étaient implacables et la production continue. La guerre devenait une démonstration de force industrielle plus qu'une bataille classique en mer. Même les défauts mineurs, les fissures ou les sections fragiles étaient intégrés dans le calcul global. Tant que le flux de production restait constant, le volume compensait toutes les pertes. L'efficacité et la rapidité étaient les armes invisibles qui submergeraient la Kriegsmarine. Kaiser et ses équipes avaient transformé des marécages en un réseau industriel capable de vaincre par le nombre et l'organisation. À Richmond, le jour et la nuit se confondaient sous les lumières fluorescentes. Les ouvriers ne s'arrêtaient jamais, et le rythme de production imposait une discipline implacable. Chaque lancement devenait un événement. Chaque navire, un témoignage de la capacité humaine à transformer des idées et des plans en réalité tangibles. Le futur de la guerre maritime se jouait dans ces chantiers, où la vitesse et la standardisation surpassaient la stratégie traditionnelle. Les Liberty Ships n'étaient ni beaux ni parfaits, mais ils étaient partout. Leurs chiffres et leur volume échappaient à toute tentative de la Kriegsmarine pour les stopper. Chaque coque mise à l'eau, chaque moteur installé et chaque navire lancé contribuaient à un flot incessant de logistique et de matériel, rendant la mer de plus en plus hostile pour les forces allemandes. La guerre industrielle était désormais en marche, et rien ne pouvait l'arrêter. Le 5 juin 1944, le bureau de l'amiral Donnet était un véritable tourbillon de rapports, d'interceptions de renseignements et de cartes. Chaque calcul confirmait ce qu'ils redoutaient. Les Alliés préparaient une invasion. Ces officiers débattaient, argumentaient, parfois désespéraient. Chaque Liberty Ship pouvait transporter des centaines de tonnes de munitions, de véhicules et de carburant. Des milliers d'entre eux allaient mettre le cap sur la France dans les semaines à venir. Donnet se pencha en arrière sur sa chaise, fixant le plafond, et se remémora le premier navire qu'il avait intercepté, le SS Richard Montgomery, torpillé au large de la Tamise. Sa cargaison d'explosifs reposait encore sous l'eau, un témoignage silencieux à la fois de la résilience et de la fragilité des Liberty Ships. Les Alliés le remplaceraient 3 fois plus vite. Chaque perte n'était qu'un inconvénient temporaire, chaque victoire un moment fugace. Il comprit qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, non pas une arme, ni une stratégie, mais un miracle industriel. Les Américains avaient transformé la logistique en arme. Ces sous-marins étaient efficaces en combat, mais voués à l'échec sur le plan mathématique. Ces planificateurs réclamaient des sous-marins plus grands, davantage de torpilles, une plus longue autonomie. Il secoua la tête. Rien de tout cela n'aurait d'importance. Les Allemands surnommaient ces navires les gros en raison de leur prévisibilité. Pourtant, cette régularité était la preuve de l'ingéniosité humaine. Chaque Liberty Ship représentait un chiffre dans une marée implacable et inarrêtable. Donnet commença à rédiger des rapports, recommandations et analyses, mais il connaissait la vérité. Ces hommes ne pouvaient rien changer contre le déferlement numérique. Les calculs dépassaient toute tactique. Il se souvenait des cartes tracées à la main, des colonnes de chiffres et des logs de pertes, qu'il étudiait chaque jour. Les routes de l'Atlantique, les passages arctiques, les ports britanniques, tout semblait organisé pour submerger la Kriegsmarine. Même lorsque ces sous-marins coulaient un navire ou deux, 3 autres apparaissaient aussitôt, comme si la mer elle-même produisait ces géants d'acier. La guerre n'était plus simplement maritime, elle était devenue industrielle et arithmétique. Les chiffres étaient effroyables. En mai 1944, près de 3000 Liberty Ships sillonnaient l'Atlantique, transportant des chars, des camions, des locomotives et des milliers de tonnes de munitions. Chaque torpille lancée, chaque obus tiré, ne faisait qu'égratigner cette marée de métal. Donnet savait que ces U-boots ne suffiraient jamais à inverser la tendance. L'Amérique produisait plus vite que l'Allemagne ne pouvait couler. Les cartes sur ces murs montraient des routes et des points de convergence, des endroits où il espérait frapper le flot incessant.
Mais la mathématique était brutale. Pour chaque navire détruit, 3 autres étaient prêts à prendre la mer. Même l'attaque la plus soigneusement planifiée devenait insignifiante dans cette équation. Donné réalisa que la victoire sur le champ de bataille dépendait désormais moins de la compétence de ses hommes que de la puissance industrielle alliée. Il rédigea ses recommandations pour l'amirauté allemande, détaillant les tactiques, les horaires et les zones de patrouille. Ses rapports étaient précis, mais il savait qu'aucune quantité de données ne pourrait renverser la marée des Liberty Ships. La logistique alliée avait créé une force que le Reich ne pouvait arrêter. Les navires étaient prévisibles, certes, mais c'était leur nombre et leur vitesse de remplacement qui les rendaient invincibles. Donné pensait aux équipages improvisés des Liberty Ships, souvent jeunes et inexpérimentés, mais capables de transporter des armes lourdes et de survivre à des attaques. Les récits de courage et d'adaptation lui parvenaient par les transmissions interceptées. Un équipage qui ripostait avec des canons improvisés. Un navire touché mais capable de poursuivre sa mission, des tonnes de matériel transporté malgré les pertes. Tout cela renforçait l'effet mathématique. Chaque navire coulé n'était plus qu'un chiffre dans l'équation infinie. Il comprit que la guerre moderne ne serait pas gagnée uniquement par la mer ou le combat direct. Elle serait remportée par ceux capables de transformer les chiffres en armes, les ouvriers en soldats et les chaînes de montage en ligne de front. Les Liberty Ships représentaient cette révolution silencieuse. Ils n'étaient pas parfaits, mais leur masse et leur régularité les rendaient invincibles. La puissance industrielle l'emportait sur la tactique traditionnelle. À Berlin, Donné partagea ses conclusions avec les hauts commandements. Les débats étaient vifs, certains refusant d'admettre la réalité. Pourtant, les chiffres étaient inexorables. Les semaines suivantes confirmèrent ces observations. Le flot de navires alliés ne diminuait jamais, chaque perte étant immédiatement compensée par de nouveaux navires sortis des chantiers. La Kriegsmarine était dépassée, non pas par manque de compétences, mais par le calcul industriel allié. Il nota chaque statistique, chaque lancement, chaque perte. Les rapports détaillaient les tons, les volumes et les itinéraires. Mais même avec ces informations, le sentiment d'impuissance restait. Donné savait que l'équation était simple. Pour chaque navire coulé, 3 autres apparaissaient. La guerre n'était plus une affaire de combat singulier, mais de production continue et inarrêtable. Dans les bureaux de l'amirauté, le ton des réunions changea. La discussion ne portait plus seulement sur la stratégie navale, mais sur la nécessité de comprendre et d'anticiper l'industrie ennemie. Donné devint un messager de cette nouvelle réalité. La bataille ne se gagnait plus seulement par la destruction, mais par la vitesse de création. Les Liberty Ships étaient l'incarnation de ce principe. Chaque rapport qu'il rédigeait se terminait par la même conclusion. Les U-boots restaient redoutables, mais inefficaces face à un flux continu de navires. La guerre sur mer était devenue un problème mathématique où la production massive surpassait le génie militaire. Donné, dans sa chaise, observait le flux sans fin et comprit que la logique alliée définissait désormais le rythme de la guerre. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Les semaines suivantes, il nota l'invincibilité apparente des Liberty Ships. Chaque torpille, chaque attaque aérienne, chaque confrontation semblait réduire l'ennemi à une variable insignifiante dans une équation de production infinie. Donné comprit que l'industrie alliée avait trouvé un moyen de transformer la logistique en armes et que la Kriegsmarine, pour la première fois, faisait face à un adversaire qu'aucune tactique navale ne pouvait vaincre. Le lendemain matin, l'amiral Donné retourna dans l'Atlantique à bord de son navire amiral. La mer scintillait sous une aube grise et froide, un miroir de plomb parcouru par de légères vagues. Les convois s'étendaient à perte de vue comme des perles alignées. Chaque Liberty Ship, un petit navire modeste et discret, mais ensemble un véritable léviathan de métal. Donné donna ses ordres. Patrouille, mute de loup pour intercepter, mais chaque calcul qu'il effectuait aboutissait à la même conclusion inéluctable. Les pertes ne pouvaient jamais surpasser la cadence de construction alliée.
Il observa un convoi passer et s'imagina l'équipage de chaque navire. De jeunes hommes, inexpérimentés, sous-armés, mais confiants. Ils transportaient non seulement du matériel, mais aussi l'espoir d'un continent entier. Il comprit alors que les Alliés avaient transformé la capacité industrielle en arme plus puissante que n'importe quelle torpille. Chaque mise à flot était un tir de salve. Chaque coque achevait une déclaration claire. Les États-Unis pouvaient produire plus vite que la destruction n'avançait. Les rapports de données parvinrent à Berlin. Le haut commandement se moqua de cette simplicité apparente. Comment des boîtes de bois et de l'acier soudé peuvent-elles vaincre la Kriegsmarine? Pourtant, les chiffres ne mentaient pas. À l'approche du jour J, plus de 2000 Liberty Ships étaient en service actif. Donné calcula les données, 3 navires remplaçaient. Chacun de ceux coulés, 50 convois, étaient assurés chaque mois, suffisant pour soutenir une force d'invasion de la taille d'une petite armée. Il nota dans son journal « La guerre ne se gagne pas par le courage seul. C'est de l'arithmétique, implacable et sans pardon. » Il se souvenait des premiers engagements où ses sous-marins avaient attaqué des Liberty Ships isolés. Chaque torpille lancée, chaque obus tiré semblait un petit triomphe. Pourtant, la réalité se répétait avec une régularité mathématique. Pour chaque perte, 3 navires surgissaient dans les ports américains, prêts à reprendre la mer, chargés de chars, de camions et de milliers de tonnes de munitions. La guerre devenait un problème de flux, un calcul incessant où la production surpassait la destruction. Donné observa le va et vient des convois, notant les modèles, les itinéraires et les intervalles. Les Liberty Ships, malgré leurs défauts structurels et leur vitesse illimitée, excellaient par leur constance et leur endurance. Des jeunes hommes, souvent à peine sortis de l'adolescence, prenaient la mer avec une confiance impressionnante. Certains avaient vu leur premier navire seulement quelques semaines auparavant, et pourtant ils naviguaient avec discipline et courage, ignorant l'angoisse des hommes qui les attendaient sous les vagues. Chaque nuit, Donné se penchait sur ses cartes, comparant les itinéraires de convois et les positions de ses U-boots. Les calculs indiquaient toujours la même vérité. Le rythme de production allié était trop rapide. Même les attaques, les mieux planifiées, ne pouvaient retarder la marée des Liberty Ships. Les hommes de la Kriegsmarine étaient compétents et dévoués, mais l'ennemi avait créé une force inarrêtable, nourrie par des milliers de travailleurs américains, des chantiers de Richmond à ceux de Portland, construisant jour et nuit, sans relâche. Donné réfléchit à la notion de supériorité numérique dans un contexte moderne. La bataille ne se gagnait plus simplement par l'habileté tactique ou la bravoure individuelle. Elle se mesurait désormais par la capacité à produire plus vite que l'adversaire ne pouvait détruire. Les Liberty Ships étaient la manifestation concrète de cette transformation. Imparfaits, lents, mais produits en masse, remplaçables à volonté, et chacun portant la charge de centaines de soldats et de tonnes de matériel crucial. Il se souvint du premier rapport qu'il avait reçu sur le lancement de 3 navires par jour à Richmond Yard. L'idée paraissait impossible à réaliser, mais elle était devenue réalité. Chaque jour, chaque nouvelle coque mise à flot était une démonstration de la puissance industrielle alliée. Le concept de navire parfait était dépassé. Ce qui importait, c'était le nombre. Les U-boots, aussi redoutables fussent-ils, ne pouvaient suivre ce rythme. Donné compris que la guerre avait changé de nature. Elle était devenue un combat entre chiffres et acier. Le calcul de la survie s'imposait à lui. Chaque torpille devait être évaluée non seulement par son potentiel de destruction, mais par le coût relatif dans le flux continu de navires ennemis. Les pertes, autrefois dramatiques et stratégiquement significatives, étaient désormais un simple élément dans une équation gigantesque. La mathématique, impitoyable et infaillible, dictait les limites de l'action. Donné nota chaque statistique, chaque sortie de sous-marin et chaque succès tactique, conscient que, malgré l'efficacité de ses forces, la mer restait dominée par le pouvoir industriel allié. Il regarda un convoi traverser l'horizon sous la brume matinale. Chaque Liberty Ship portait des milliers de tonnes de matériel vital pour l'invasion à venir.
Chacun d'eux représentait la convergence d'un effort colossal. Ingénieurs, ouvriers, logisticiens et marins, tous, contribuant à une machine de guerre invisible mais puissante. Donné réalisa que ces navires, bien qu'ordinaires individuellement, formaient ensemble une force stratégique que ses calculs ne pouvaient neutraliser. Les semaines précédant le jour J furent un apprentissage quotidien de la nouvelle réalité de la guerre. Les chiffres dominaient la tactique. Les pertes ne pouvaient être compensées que par la vitesse de production, et les convois multipliés et dispersés rendaient toute tentative d'interception presque vaine. Donné écrivit dans son journal des formules, des graphiques et des prévisions, mais la conclusion restait la même. La guerre n'était plus une question de courage, de ruse ou de stratégie, mais de production industrielle et de planification logistique ininterrompue. Il nota les détails les plus frappants. Plus de 2000 Liberty Ships en service, 50 convois mensuels, 3 navires remplaçant chacun de ceux coulés. Ces chiffres résumaient l'équation de survie des Alliés et la limite des capacités de la Kriegsmarine. La guerre se mesurait désormais en tonnes de métal, en jours de travail et en nombre de coques sorties des chantiers. Chaque décision stratégique devait tenir compte de ces réalités immuables, et chaque succès naval devenait relatif face à cette masse inarrêtable. Donné contempla les marins à bord de ses propres navires, leur détermination et leurs compétences. Il savait que ces hommes se battaient courageusement, que chaque attaque de U-boot était exécutée avec précision et audace. Mais face à un flot ininterrompu de Liberty Ships, la bravoure individuelle ne suffisait pas. La guerre, pensait-il, n'était plus seulement une affaire de tactique, mais une bataille de chiffres, un duel entre la capacité de destruction et la capacité de production. À mesure que les convois avançaient, il réalisa que l'Amérique avait trouvé un moyen de transformer son avantage industriel en un bouclier et une arme à la fois. Les Liberty Ships étaient moins que des chefs-d'œuvre d'ingénierie. Ils étaient des icônes de la puissance américaine, des vecteurs de matériel et d'espoir pour des milliers de soldats à venir. Leur efficacité ne résidait pas dans leur construction parfaite, mais dans leur nombre, leur régularité et leur capacité à remplacer ce qui était perdu. Donné écrivit encore et encore. Chaque note, chaque statistique, chaque observation confirmait le même principe. Les Liberty Ships incarnaient la nouvelle logique de la guerre. Production infinie contre destruction limitée, chiffres contre tactique. Le calcul de la survie était devenu une leçon amère mais incontournable pour la Kriegsmarine. La mer n'appartenait plus seulement aux stratèges et aux marins, mais à ceux capables de transformer la logistique en force de frappe. Il nota dans son journal une dernière fois avant de lever les yeux vers l'horizon. La guerre n'est pas menée par le courage seul. Elle est mathématique, implacable et sans pitié. Chaque navire est une unité dans une équation que nous ne pouvons inverser. La victoire dépend désormais de la capacité à produire plus vite que l'adversaire ne peut détruire. Il ferma son cahier et observa le convoi s'éloigner, conscient que la mer, malgré ses tactiques et sa bravoure, appartenait maintenant à la logique implacable de la production alliée. Le 6 juin 1944, l'amiral Donnet observa la côte normande à travers le périscope de son U-boot. Il nota les embarcations de débarquement, les explosions, la fumée s'élevant au-dessus des plages. Ses rapports avaient prédit ce moment précis. Les Alliés n'avaient pas seulement apporté des hommes, mais un véritable océan d'acier et de ravitaillement. Chaque Liberty Ship transportait des chars, des munitions, du carburant, des camions et du matériel de pontage. Là, Maré ne pouvait attendre. Il comprit alors toute l'importance de la situation. Il n'avait pas seulement découvert des navires, mais une révolution logistique. Les Alliés jouaient un jeu à long terme, une guerre de chiffres et de ressources. Les Liberty Ships allaient transporter troupes, carburant et artillerie, reliant continents et soutenant les opérations militaires. Ses propres forces étaient piégées par l'arithmétique. Peu importe l'habileté, peu importe le courage. Il ne pouvait intercepter suffisamment de navires pour inverser la tendance. Donnet enregistra ses observations avec un soin méticuleux. Ces navires sont remplaçables, ils sont prévisibles. Pourtant, leur nombre forme une avalanche. 100 000, 2000, ils ne finiront jamais. C'est ainsi que les guerres se gagnent aujourd'hui, par les usines, par l'acier, par le travail humain, implacable,
par le courage de construire lorsque le monde brûle. À travers le périscope, il est NTFP. Vit les équipages travailler avec discipline et détermination. De jeunes hommes à peine sortis de l'adolescence manœuvraient avec efficacité, ignorant les dangers, transportant des tonnes de matériel vital pour les forces au sol. Donne et nota chaque détail. La vitesse de déchargement, l'organisation des convois, la synchronisation avec l'artillerie et l'aviation. Chaque mouvement était une pièce dans un mécanisme logistique parfaitement orchestré. Il se remémora les premiers Liberty Ships qu'il avait interceptés au début de la guerre. À chaque torpille lancée, il s'attendait à un impact décisif. Pourtant, chaque perte était rapidement compensée, parfois multipliée par 3, par de nouveaux navires prêts à prendre la mer. La répétition de ce cycle avait changé sa perception de la guerre. Ce n'était plus la bravoure individuelle ni la stratégie tactique qui dictait l'issue, mais la capacité à maintenir un flux ininterrompu de ressources et de transport. Il nota les chiffres dans son carnet avec précision. 2000 Liberty Ships en service actif, 50 convois mensuels, 3 navires remplaçant chacun de ceux coulés. Chaque chiffre confirmait une réalité inéluctable. Les Alliés avaient transformé la production industrielle en arme stratégique. La Kriegsmarine, aussi compétente et déterminée soit-elle, ne pouvait rivaliser avec cette cadence. Donné comprit que l'issue du conflit dépendait désormais de la logistique et non seulement des combats en mer. Les explosions et les tirs se poursuivaient sur la plage, mais Donné observa la continuité implacable du flot maritime. Les navires arrivaient sans interruption, chacun portant le poids de milliers de tonnes de matériel, chacun renforçant la position alliée sur le continent. Il comprit que chaque Liberty Ship était plus qu'un simple transport. Il était un vecteur d'espoir et de supériorité stratégique, un symbole du pouvoir industriel capable de changer le cours d'une guerre. Il nota dans son journal la force de ce système. La mer appartient maintenant à ceux capables de produire et de remplacer, non seulement à ceux qui peuvent couler ou détruire. Chaque navire est une unité dans une chaîne sans fin. Nos succès tactiques sont relatifs face à l'inexorabilité de la production alliée. Donné sentit un mélange de respect et d'amertume. Le courage de ces hommes demeurait remarquable. Il observa le débarquement se dérouler en temps réel. Les Liberty Ships, bien que vulnérables individuellement, formaient une force collective capable de soutenir des opérations militaires massives. Chaque navire jouait un rôle précis, transportant des troupes, des véhicules et des fournitures critiques. L'efficacité de cette logistique, pensée sur le long terme, dépassait de loin toute action, ponctuelle de la Kriegsmarine. Donné comprit que cette guerre ne pouvait être gagnée par la mer seule. Elle dépendait des ateliers, des chaînes de montage et de la détermination humaine derrière chaque soudure et chaque rivet. Il nota avec minutie les trajets des convois et les intervalles entre chaque navire. Chaque observation renforçait la même conclusion. Le nombre l'emporte sur la qualité et la constance sur la perfection. Les Liberty Ships, bien que fragiles et lents, étaient invincibles par leur masse. Chaque torpille coulait un navire, mais 3 autres prenaient sa place. Donné réalisa que la Kriegsmarine, malgré son expertise, ne pouvait rivaliser avec ce flot mécanique et humain. À mesure que la journée avançait, il nota les détails de chaque opération. Débarquement des troupes, déchargement des munitions, manœuvre des véhicules blindés, tout fonctionnait selon un plan rigoureux, alimenté par l'énorme capacité industrielle des États-Unis. Donné nota l'évidence. La guerre moderne n'était plus seulement un combat naval ou terrestre. Elle était un affrontement entre la destruction et la production, entre le courage individuel et l'ampleur collective des ressources. Il se remémora le parcours des ouvriers américains dans les chantiers navals. Des hommes et des femmes de tous âges, des étudiants, des fermiers, des ouvriers, soudant et assemblant sans relâche.
Chacun de leurs efforts se reflétait dans les Liberty Ships qui arrivaient maintenant sur les plages de Normandie. Chaque navire transportait non seulement du matériel, mais la volonté de tout un pays à soutenir la liberté par la production et la persévérance. Donné comprit que l'histoire qu'il observait ne se résumait pas à une bataille isolée, mais à une transformation radicale de la guerre. Les Liberty Ships représentaient une innovation logistique sans précédent. Une démonstration de l'impact de l'industrie sur le cours des conflits. Leur nombre, leur régularité et leur capacité à remplacer rapidement toute perte étaient désormais des facteurs décisifs, bien plus que la force individuelle des marins ou l'efficacité des tactiques navales traditionnelles. Il observa les marins américains avec une certaine admiration silencieuse. Leur courage et leur discipline étaient remarquables, mais c'était la machine logistique derrière eux qui garantissait le succès. Les Liberty Ships, malgré leur apparente simplicité, incarnaient un concept stratégique profond. La victoire pouvait être obtenue par la constance, la répétition et la capacité à soutenir un effort colossal sur la durée. Donné nota que chaque navire achevé était un maillon dans une chaîne ininterrompue qui ne pourrait être brisée par la Kriegsmarine seule. Alors que la journée s'achevait, il leva les yeux vers l'horizon et nota dans son journal. Ces navires sont la preuve qu'une nation peut transformer son industrie en armes. Chaque Liberty Ship est un symbole de persévérance et de force collective. La guerre ne se gagne plus par le courage seul, mais par la capacité à produire sans fin, à remplacer et à soutenir chaque opération avec un flux ininterrompu de ressources. Il observa les convois disparaître dans la brume, conscient qu'il assistait à un moment décisif de l'histoire, témoin d'une révolution logistique qui allait redéfinir la guerre pour toujours. Des années plus tard, en 1965, l'amiral Donner était assis dans son bureau à Hambourg, les cartes et les plans encore étalés sur son bureau. Il regardait une photographie du SS Jeremiah O'Brien, aujourd'hui navire musée à San Francisco, et esquissa un sourire discret. Il avait été témoin du plus grand exploit industriel de la guerre, et pourtant, à l'époque, l'ampleur de cette réalisation lui échappait presque entièrement. 2700 Liberty Ships, 4 années, des centaines de chantiers navals, des dizaines de milliers de travailleurs, d'innombrables jeunes mains façonnant l'acier pour créer des navires qui allaient définir la guerre. Donné pensa à chaque marin, chaque soudeur, chaque apprenti qui avait touché une coque et compris la vérité. Là où le courage se transforme en production concrète. Il se souvenait des visages des ouvriers dans les chantiers navals de Richmond, de Portland et de Baltimore. Des hommes et des femmes de tous âges, certains n'ayant jamais touché une torche ou un marteau, avaient appris à assembler des sections de 250 tonnes en quelques jours seulement. La vitesse de fabrication était stupéfiante. Un navire complet pouvait être mis à flot en 42 jours, et chaque coque achevée représentait une victoire silencieuse contre le temps et la guerre elle-même. Donné réfléchit à ce que cela signifiait pour l'Allemagne et ses sous-marins. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, et pourtant, la mer semblait désormais domptée par l'industrie alliée. Il posa ses yeux sur le bureau, repensant au rapport qu'il avait écrit en 1944 et 1945. Chaque calcul, chaque prévision, chaque plan de patrouille de ses U-boats avait été dicté par l'arithmétique implacable de la production alliée. Il se souvenait des milliers de tonnes de munitions, de chars et de provisions transportées sans relâche, et de sa propre frustration face à l'inévitabilité de cette mécanique. La bravoure individuelle, la compétence tactique, tout cela était relativisé par le flux incessant des Liberty Ships. Il se remémora les premiers navires qu'il avait interceptés. Le SS Richard Montgomery, coulé dans le fleuve Thames, dont le chargement d'explosifs reposait encore aux prêles. Fond de l'eau comme un témoignage silencieux de la résilience et de la fragilité des Liberty Ships. Chaque perte était vite remplacée. Chaque victoire relative perdait son sens face à cette marée ininterrompue. Donné avait appris que la guerre moderne ne se mesurait pas seulement à la destruction, mais à la capacité à maintenir et multiplier les forces logistiques. Le vieux marin nota mentalement les chiffres qui avaient hanté ses calculs. 3 navires remplaçant chaque navire perdu, 50 convois mensuels, plus de 2000 Liberty Ships en service actif
au moment du débarquement en Normandie. Chaque chiffre incarnait la nouvelle réalité de la guerre. Une bataille d'usines et de chiffres, où la production surpassait la destruction et où la détermination humaine, multipliée par la technologie, pouvait déplacer des continents. Donné pensa aux hommes et femmes qui avaient contribué à ces efforts. Les étudiants, les fermiers, les apprentis, les ouvriers spécialisés et non spécialisés, tous unis dans un objectif commun. Ils songeaient à leur courage, non pas sur le champ de bataille, mais dans la chaleur des ateliers, le bruit des marteaux et le sifflement des torches à souder, chaque geste assurant la survie et le succès des forces alliées. Ses mains avaient bâti plus qu'un navire. Elles avaient bâti la logistique qui avait changé le cours de la guerre. Il ferma son journal avec un soupir. La guerre était terminée, les nations s'étaient reconstruites, les mers étaient redevenues calmes. Pourtant, l'arithmétique demeurait, gravée dans sa mémoire, la marée inarrêtable des Liberty Ships, cette victoire cachée qu'il avait découverte trop tard pour en profiter pleinement. Donné compris, dans cette quiétude, une vérité qu'il avait longtemps résisté à accepter. Le courage seul ne suffisait pas à dominer la mer, mais les chiffres, multipliés par la détermination et l'effort humain, pouvaient déplacer des continents. Le vent du nord soufflait à travers sa fenêtre, portant le parfum léger du sel marin. Donné se leva et contempla la mer calme, réfléchissant à la transformation qu'il avait observée. La guerre n'avait pas été seulement une série de batailles navales. Elle avait été un affrontement entre la destruction et la production, entre la bravoure et l'ingéniosité humaine. Les Liberty Ships représentaient cette nouvelle ère, une preuve tangible que l'industrie pouvait devenir une arme, et que le travail acharné pouvait être une force capable de changer le monde. Il songea aux innombrables missions de ravitaillement, aux convois traversant l'Atlantique malgré les dangers, aux marins qui, malgré leur jeunesse et leur inexpérience, avaient maintenu le flux de matériel vers l'Europe. Chaque navire représentait une composante d'une stratégie beaucoup plus vaste que toute opération militaire individuelle. Donné réalisa que ce qu'il avait vu en 1944 et 1945 n'était pas seulement la guerre. C'était une révolution dans la manière de concevoir et de mener un conflit. Le vieil amiral pensa également aux pertes subies par ses propres forces. Chaque attaque réussie de ses U-boots avait été un triomphe temporaire, mais les chiffres revenaient toujours, implacables et croissants. Les Liberty Ships, imparfaits et lents, surpassaient les obstacles par leur nombre et leur constance. La mathématique dictait désormais les règles. La production ininterrompue l'emportait sur toute compétence individuelle et l'industrie devenait la clé du succès stratégique. Il repensa aux travailleurs américains, aux jeunes femmes soudant sous les lumières fluorescentes, aux hommes transportant des sections de 250 tonnes sur des remorqueurs, aux équipes de chaque chantier naval, tous contribuant à une vision unique de la guerre. Donné comprit que le courage se manifestait sous différentes formes, sur le pont d'un navire, dans un sous-marin ou dans la chaleur d'un atelier, là où la sueur et l'ingéniosité permettaient à des Liberty Ships de prendre la mer, jour après jour. Assis à son bureau, il observa encore une fois la photographie du SS Jeremiah O'Brien. Il se rappela des chiffres 2700 navires construits en 4 ans. La rapidité et l'efficacité de la production avaient dépassé tout ce qu'il avait pu imaginer. Donné nota mentalement que la guerre n'était plus seulement une affaire de tactique et de stratégie militaire, mais de planification logistique et de mobilisation industrielle, où chaque rivet, chaque soudure et chaque trajet de convoyeur comptait. Il se leva, marchant lentement vers la fenêtre, et regarda la mer du Nord. La lumière de l'après-midi faisait scintiller l'eau, calme et paisible, contraste frappant avec les souvenirs des tempêtes de 1009. Donné réfléchit aux leçons tirées de cette époque. La puissance d'une nation résidait dans sa capacité à transformer ses ressources et son industrie en un outil de guerre efficace, et la victoire dépendait autant des ouvriers et des ingénieurs que des soldats et des marins. Enfin, il murmura pour lui-même, une conviction née de longues années de réflexion et d'observation. Ils ont construit plus que des navires. Ils ont construit le destin. Thiémot résumait sa compréhension tardive de l'histoire.
Les Liberty Ships n'étaient pas seulement des coques en acier, mais le symbole d'une révolution industrielle et humaine, une démonstration que la persévérance et la collaboration pouvaient changer le cours des événements et laisser un héritage durable. Il se rassit, le regard perdu dans l'horizon, et la mer calme reflétait la lumière d'un monde transformé. Donné pensa à la prochaine génération, à ceux qui visiteraient le SS Jeremiah O'Brien et les autres navires musées, et comprit que l'histoire qu'il avait observée ne s'écrivait pas seulement dans les batailles, mais dans la détermination collective de peuples entiers. Les chiffres et l'acier avaient façonné le destin, et les leçons de cette époque resteraient gravées pour toujours dans les mémoires. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.